c'est à partir de la ville que se définissent les bonnes mœurs, les bonnes manières, le beau monde. Bon, vous pouvez alterner. Par exemple, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, si vous êtes véritablement de la classe de loisirs, vous avez à la fois des propriétés en ville et des propriétés hors de la ville, et vous alternez la saison en ville et la saison sur vos propres terres. On le faisait un peu moins en France parce que la cour était plus prenante à Versailles qu'elle n'était dans le cas de l'Angleterre. Mais la campagne, que les Anglais, enfin que la langue anglaise appelle countryside, country, c'est la contrée. La contrée, c'est ce qui se définit par rapport à, elle est contre, c'est-à-dire c'est autre chose que la ville. C'est pour ça qu'elle est du côté contre, countryside. Et pour vous donner un exemple qui corrobore ce que je vous ai dit à propos de ces termes, agreste, ie, etc., c'est une belle expression d'un historien de l'art qui s'appelait Horace Walpole, qui vécut de 1717 à 1797 et qui était un ancien de l'école de Eton et de l'université de Cambridge, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en matière d'urbanité. Donc, il écrit à propos des jardins, d'une histoire des jardins, et à propos de l'invention du haha ou du haha, qui est un fossé séparant le jardin de l'espace alentour et permettant de supprimer le mur. Comme ça, vous pouvez avoir une perspective continue. Donc, il attribue l'invention du haha à William Kent. Dans le passage suivant, The garden, in its turn, was to be set free from its prim regularity, that it might assort with the wilder country without. Alors, ça se traduit de la manière suivante. Le jardin, à son tour, devait être libéré de sa prude régularité, its prim regularity, pour s'assortir à la campagne plus sauvage au dehors. Mais ce n'est pas tout. He, c'est-à-dire William Kent, he leaped the fence and saw that all nature was a garden. Et il sauta la barrière et vit que toute la nature était un jardin. Donc vous avez à la fois intégration de la campagne alentour à la perspective du jardin lui-même, à partir du perron de votre château. Vous avez le jardin et vous avez, dans cette perspective que vous maîtrisez, tout le territoire visible jusqu'à l'horizon. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette partie qui est au-delà du haha et qui est la campagne anglaise peignée, ratissée depuis 5000 ans par les paysans, c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature parce que le regard de la classe de loisirs, pour le regard de la classe de loisirs, le travail paysan n'existe pas. Et ça, ce n'est pas seulement une histoire de gentry, de gentleman, c'est aussi vieux que la ville. Aussi vieux que la ville. Et on en a des traces déjà dans les plus anciens écrits de la littérature européenne, puisque Hésiode, qui pourtant était paysan lui-même, à propos de l'âge d'or, il dit des choses qui, fondamentalement, relèvent de la même vision. Par exemple, quand il dit qu'à l'âge d'or,
au temps de la race d'or, la terre d'elle-même donnait ses fruits. La terre donnait ses fruits d'elle-même. Et le mot qu'il emploie pour dire terre, c'est Arura. Vous reconnaîtrez le radical ar. C'est un radical indo-européen qui veut dire cultiver, que vous retrouvez par exemple dans arer ou bien dans ar, aratoire et tout ça. Donc, il dit tout naturellement et sans penser à mal, la terre donnait d'elle-même ses fruits. D'elle-même, il dit automate, automatiquement. D'elle-même, c'est-à-dire sans travail. Sans travail. Mais contradictoirement, le terme qu'il emploie, c'est arouas, qui veut dire une terre travaillée par la charrue. Et c'est inconscient. Donc, il n'a pas conscience que, tout en énonçant le mythe, alors le mythe, c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a mis par écrit, il l'a écrit, il l'a transmis aux générations suivantes, mais c'est un mythe beaucoup plus général. C'est un mythe qui renvoie en fait à l'idée d'une unité première de l'être humain avec la nature, ou avec un milieu d'origine qui est lui-même un symbole repris d'autres images telles que la sortie de tout nouvel être humain à partir de la matrice maternelle. Donc la nostalgie d'une indistinction première, un âge d'or, avant le travail de la naissance, au sens du travail d'une femme en couche, ou bien le travail de la terre, destiné à lui faire rendre ce qu'elle ne va pas donner d'elle-même. Donc il faut la cultiver. Et ce thème est encore plus net dans les mythologies de l'Asie orientale, parce qu'en chinois, cet état d'indistinction première, de félicité totale avant le travail, ça se dit Da Tong. C'est mot à mot le grand même, c'est la grande identité, c'est-à-dire avant la séparation, avant l'existence de l'existant, justement. C'est ce que Platon appellera dans le Timée la Genesis. C'est un mot, ça c'est l'être relatif qui ne peut exister que dans son rapport avec la Kora, la Chora. Dans un rapport à la fois d'empreinte et de matrice. La Kora est maternelle vis-à-vis de la Genesis, donc le milieu est comme une matrice par rapport à l'être relatif, mais en même temps, elle est son empreinte, c'est-à-dire qu'elle a des traces de l'action de l'être relatif. C'est ça, c'est le fondement du rapport d'un existant quelconque, mais en particulier humain, par rapport à son milieu. Et le milieu est votre matrice, mais en même temps, vous exercez une action sur le milieu. Ceci sera accentué par Virgile dans les Géorgiques, mais c'est toujours le même principe. L'idée que, finalement, la terre donne ses fruits. Alors, chez Virgile, ça devient un travail facile. Un travail facile. Donc, si vous travaillez la terre pour lui faire rendre votre pitance, vous savez que ça n'est pas un travail facile. Mais vu par la classe de loisirs, c'est ça, c'est un travail facile. Ça va donner naissance à un rapport à la terre qui est purement contemplatif, puisque vous ne travaillez plus, puisqu'il n'y a plus de labour, ni de labeur. Labour, labeur. Ça ne compte pas. Pour la classe de loisirs, ça ne compte pas. Et au contraire, vous allez pouvoir, en contemplant cette nature alentour,
qui donne ses fruits d'elle-même, vous sentir libéré. Libéré des obligations des affaires en ville. Et il y a cette idée, donc, quand on sort de la ville, quand on passe les murs de la ville, eh bien, on est dans la nature dans un sens très positif. C'est une nature maternelle qui vous donne ses fruits, qui vous donne du plaisir, de la jouissance, en dehors des liens que vous impose la ville. Dans la ville, vous êtes en relation d'affaires avec des gens de votre statut, donc c'est plus prenant. Cette jouissance de la nature contemplative, c'est de là qu'est née la notion de paysage, et c'est quelque chose qui s'est passé en Chine au IVe siècle de notre ère, et dans ce qui marque cette naissance du paysage, on a très exactement les mêmes images. Je vous cite un vers d'un poète qui s'appelait Wang Huizhi. C'est un distique. Distrayant mon cœur dans le paysage, à moi-même absent, j'oublie mon likou. J'oublie mon likou, c'est-à-dire ce qui m'étrangle quand je suis là-bas en ville, pris par mes obligations. C'est toujours le même likou, ligament, c'est les liens qui font le monde. Mais là, quand je suis devant la nature, je suis libéré. Ce sont exactement les mêmes motifs que vous retrouvez chez nous, aujourd'hui encore, quand on quitte le boulot et qu'on va rejoindre sa résidence secondaire. Ce que certains d'entre nous connaissent dans leur vie même quotidienne, et ça rejoint le thème de l'urbain diffus dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire que maintenant tout le territoire est occupé par une société qui est essentiellement urbaine et qui, grâce aux machines que nous a procurées la modernité, peut vivre comme si elle était devenue une classe de loisirs. C'est-à-dire, c'est les machines qui font le boulot. Je schématise, bien sûr. Je schématise. Mais en tout cas, elles font le boulot physique. Et pendant des millénaires, ça a été ça. L'essence du travail, c'est le travail de la terre qui était un travail physique. Voilà. Vous voyez donc que aujourd'hui, encore, c'est à partir de la ville que se définit l'essence de ce que nous appelons la nature, mais la nature entre guillemets, parce que, en réalité, ce mode de vie est le plus artificiel qui soit, puisqu'il nous est permis par des machines, en particulier par nos automobiles. Artificiel aussi dans le sens où il n'est pas naturel, c'est-à-dire c'est un mode de vie qui n'est pas soutenable du point de vue écologique, c'est un mode de vie qui détruit le paysage parce qu'il le mite à la fois en construisant, par exemple, sur le littoral corse, en mitant le littoral, ou bien en étalant la ville au-delà de ce qui était autrefois la limite de la ville. Et je terminerai sur ce problème, c'est que autrefois, la limite de la ville avait un rôle, une fonction cosmogénétique qui a disparu dans le monde d'aujourd'hui, puisque qu'est-ce que c'est devenu la limite de la ville? C'est devenu ce que les paysagistes appellent les entrées de ville, c'est-à-dire les espaces les plus innommables de la planète. Et comme cette limite a disparu, qu'est-ce qui pourrait fonder le sens de notre monde? Il faut le chercher. Pour vous donner quand même la réponse, il faut le chercher à partir de ce qui fonde tout cela, c'est-à-dire la Terre avec un grand T, c'est la planète Terre et la biosphère. Bon, ça va de soi. Enfin, il faut tout de même le dire. Je vous remercie.